Salut Laurie, Hello Mélanie. je suis trop contente d'être avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de passer un peu de temps avec nous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur chez Petit Bambou, celui du prendre soin et de la santé mentale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu puisses nous dire qui tu es, Laurie, une femme à diverses casquettes, et aussi que tu puisses nous raconter c'est quoi le lien avec Petit Bambou, l'histoire, qu'est-ce qui nous lie, avant de commencer Plein de vraiment choses. de parler de ça. Carrément. Alors je m'appelle Laurie, j'ai 33 ans, je suis bretonne, expatriée à Paris. Je me suis toujours interdit de vivre à Paris et puis finalement je suis devenue un peu citadine, mais je crois que ça m'invite aussi à revenir dans mon petit fief et me retrouver, me recharger souvent à l'océan. Parce que ma passion première, c'est le surf. C'est ma méditation active, le surf, en fait, en gros. Je suis journaliste, je suis un peu slasheuse, en fait. C'est vrai que j'ai plein de casquettes. J'aime faire beaucoup de choses. J'ai écrit des livres, j'ai créé une marque de vêtements. Je peux être ambassadrice de marque, écrire, penser des émissions, faire des podcasts. Enfin, je fais plein de trucs à la fois. Et c'est ce qui me permet de ne pas m'ennuyer dans la vie. Et, T'es un peu hyperactive? je pense que j'ai un peu été hyperactive dans le passé. Notamment au niveau du travail, c'est-à-dire que j'avais toujours peur de m'ennuyer et chaque projet en amenait à un autre et j'arrivais pas à dire non. Mais aujourd'hui, et grâce à Petit Bambou notamment, je pense que je me suis un peu éloignée de ça pour chouchouter ma santé mentale et oxygéner mon cerveau. Je pense qu'on a aussi besoin de phases d'ennui et de phases de rien. Et ça, je ne savais pas faire auparavant. Et ce qui m'amène à notre relation avec Petit Bambou qui a commencé, alors je suis remontée dans nos petits échanges qui datent de 2021, un tout petit peu après le confinement où la méditation, on parlait beaucoup de méditation et moi c'était un mot qui m'était pas du tout familier et je ne savais pas par quelle porte y entrer. Et grâce à des échanges, la vie m'a menée jusqu'à vous et donc j'ai téléchargé l'application Petit Bambou, j'en ai parlé et de fil en aiguille, en fait, on s'est rapprochés. J'ai créé mon podcast aussi et vous avez été mon premier soutien. Donc je tiens à vous remercier. Et aujourd'hui, je parle de vous voilà, de manière hyper naturelle et spontanée parce que je suis une utilisatrice et parce que je me dis que pour le bien-être de tous, Petit Bambou devrait être dans les oreilles de tout le monde pour aller mieux, quoi. Ça marche. On reviendra, je pense, un peu plus tard sur ta routine et un peu ce que tu mets en place au quotidien. Ouais. Bien évidemment, au travers de la méditation, mais aussi au travers de tes autres passions, au travers de tes relations. Bref, on reviendra là-dessus. Aujourd'hui, on a décidé ensemble d'adresser le sujet de la santé mentale sous un prisme de la prévention, parce que je pense qu'il faut mettre un petit disclaimer là-dessus. Aujourd'hui, la santé mentale, bien évidemment, est un sujet et un enjeu sociétal. Et nous, on a décidé, en tout cas, quand je dis nous, c'est nous aussi, Petit Bambou, c'est un positionnement qui se veut plutôt autour du bien-être. On ne va pas adresser les pathologies graves, lourdes, qui amènent à des souffrances et des maladies qui sont un autre sujet. Donc c'est important pour moi de redonner un peu ce cadre du jeu. Et c'est vrai que 2025 semble être aussi une année où la santé mentale va être mise au cœur Et à l'honneur de chacun. Et on a tous quelque chose peut-être à transmettre, à partager, un sourire, bref, mais qui pourrait aussi contribuer à l'amélioration de la santé mentale. Pour qu'on ait un terrain de jeu commun, je voulais qu'on reparte de la définition de l'OMS, et là je vais reprendre ma petite fiche pour ne pas dire de bêtises. Trop bien, t'as le droit. Parce qu'au moins on parlera de la même chose quand on se parle de santé mentale, et ce sera vraiment un échange qui portera sur ces éléments-là. En fait, l'OMS définit la santé mentale comme un état de bien-être qui permet à chacun 4 choses. De réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie. On pourrait débattre sur la normalité, mais en tout cas, c'est accueillir ce qui est, de travailler avec succès et de manière productive, une grande notion de productivité aussi qui vient nous embrouiller dans la société actuelle, et d'être en mesure aussi d'interconnecter, d'agir avec la communauté. Est-ce que tu pourrais me définir la santé mentale? Comment toi tu l'aperçois dans ton quotidien? Est-ce que tu as eu un moment, un déclic dans ta vie aussi qui t'a fait prendre conscience de ce que ça voulait dire chez toi? Me raconter un peu comment toi tu perçois la santé mentale. Carrément. C'est vrai que santé mentale, c'est un mot qui peut un peu effrayer à prime abord. Et pour vulgariser ça, je dirais que le cerveau, c'est un muscle, hein, comme notre corps. Donc, on nous a toujours invités à prendre soin de notre corps, lui donner le bon carburant, réaliser une activité physique. Le cerveau, lui aussi, il a besoin de ses petits squats, de ses respirations. Et je dirais que la santé mentale, c'est l'intention qu'on met à être bien dans sa tête. Et attention, ça ne veut pas dire forcément s'obliger à être heureux tous les jours. Enfin, la vie...
C'est un C'est une flot, vague. c'est une vague qu'il faut apprendre à surfer. Bah, parfois, l'océan, il est pas trop cool avec nous. Je sais de quoi je parle, puisqu'on abordera peut-être l'histoire du surf, qui est un peu ma méditation active pour le coup. Et des fois, on se prend mais, des tempêtes dans la figure et on ne sait pas trop comment gérer, comment dealer avec tout ça. Et finalement, en fait, de donner des respirations à notre cerveau nous permet parfois des moments de rien, tu vois, de ne pas être dans la performance constante. Que ça soit être heureux ou à être ultra performant dans son taf, ou dans sa vie de famille, ou dans sa vie amoureuse, que sais-je. Vraiment d'essayer de se foutre la paix. Je dirais que c'est J'aime bien cette idée de se foutre la tu paix, vois, c'est ça. cool, ouais. On est dans le faire, et on ne nous apprend pas à l'école à À rien juste faire. ouais, et être dans l'instant présent et dans l'être. Ben, je définirais la santé mentale comme ça, c'est chouchouter notre tête, chouchouter notre cerveau, qui lui aussi est un muscle et qui a juste besoin qu'on prenne soin de lui de temps en temps. Et ça passe par des instants de rien, d'ennui. Ouais, apprendre à rien faire, ça peut être cool aussi. Comment tu fais, toi, pour ne rien faire? T'as des moments? C'est quelque chose Ouais, que tu instaures de façon régulière? Tu te mets des bloqueurs? Parce que j'imagine que ouais, tu as une vie qui va à 1000 à l'heure et tu as dû apprendre à mettre du rien dans ta vie. ouais. C'est pas facile de mettre du rien dans sa vie. J'essaie de me reconnecter à mon petit enfant intérieur. Je suis d'ailleurs en train de méditer sur votre programme Retrouver son enfant intérieur. Et en fait, j'ai eu un déclic à un moment donné. Je me suis dit, mais l'ennui, en fait, on l'apprend quand on est enfant. Mmh, Il y a plein de phases d'ennui qui sont hyper bénéfiques pour le cerveau d'un enfant qui est une éponge. Et l'enfant ne peut devenir créatif que lorsqu'il y a des phases de rien. Et nous, dans notre vie d'adulte, en fait, on oublie ça. Et je me suis rendu compte à plein de périodes de ma vie, notamment pendant les grandes vacances, par exemple, où on s'oblige un peu à rien faire. Ça a toujours été très difficile pour moi de rien faire, de rester sur une serviette, pas faire du volley, du surf, que sais-je. Et il y a 2 étés, j'ai appris vraiment à rien faire et à écrire sur ces phases de d'accord. rien. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'ai jamais autant été créative qu'à ces moments en fait où il se passait rien et mon cerveau du coup se mettait en ébullition dans une phase où tout me semblait insurmontable, où j'avais vraiment vécu un chaos émotionnel et physique. Eh bien, ces phases de rien m'ont permis de retrouver le goût à la vie, le goût à créer, le goût à entreprendre, le goût à aimer aussi. Je parle d'aimer en général, hein, s'aimer soi-même. Et ouais, c'était hyper poétique. Quand je te le raconte, Non, c'est vraiment ça, quoi. Et d'où l'importance, je crois, ouais, de se laisser un peu tranquille des fois. c'est à ce moment-là de ta vie où tu t'es rendu compte de ce que c'était d'avoir une bonne santé mentale? Clairement. En gros, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que j'ai eu un ras-le-bol généralisé de tout, ce qu'on appelle communément un burn-out, donc un épuisement physique, émotionnel, professionnel, amoureux, familial. Bon, moi, ça a été tout en même temps. D'accord. Un vrai raz-de-marée, un tsunami émotionnel, je dirais. En fait, je croyais que j'étais dans un chemin et j'avais l'impression que tout allait bien. J'étais le bon soldat de ma propre vie jusqu'à 30 ans. Et là, d'un coup, effondrement total, mais séisme, c'est-à-dire que en gros, je voyais ma vie là, et puis bah, tu vois une Ouais, tu faille, vois la faille. et l'envie de sauter de l'autre côté de la faille, même si c'était un énorme inconnu. Et ouais, je crois que j'ai eu le courage de sauter et me dire, bon, allez, là, en fait, il y avait un surtrot de tout. Tu t'es mis beaucoup de pression sur beaucoup de sujets, et l'envie ouais, de me foutre la paix, de partir loin. Pas forcément géographiquement, Mmh, mais loin de tout ce que j'avais construit et créé. C'est dur, hein, parce que ouais. c'est vertigineux. Je ne dis pas que je ne suis pas fière de ce que j'avais fait avant, mais ouais, l'impression de ne plus trouver de sens à tout ça. Un peu t'offrir une pause finalement. C'est ça. C'était, en fait, le corps humain, c'est une machine hyper bien faite et hyper intelligente. C'est-à-dire qu'un burn-out, c'est ni plus ni moins un signal d'alerte Mmh. où en fait, ton cerveau te dit, là, en fait, il est temps de faire une pause, il est temps d'arrêter toute cette pression que tu te mets et ouais, de mettre juste le pied sur la pédale de frein, le frein à main, tout ce que tu veux, mais là, la Contrôle voiture, technique. elle doit passer au contrôle technique. C'est vraiment ça. Je suis passée au contrôle technique pendant 1 an D'accord. et je suis revenue toute neuve. Non, c'est pas si magique que ça. Mais ouais, j'ai eu besoin de comprendre, d'observer, de m'éloigner de beaucoup de choses, beaucoup de personnes aussi, de manière assez simple et assez harmonieuse, de réapprendre aussi à savoir qui j'étais, comment m'aimer, comment prendre soin de moi. Et ça, on nous l'apprend pas à l'école. Non, Donc, malheureusement, ça fait il pas n'y a pas de partie. fascicule, il n'y a Non. pas de notice. Moi, j'ai appris à me prendre soin de moi.
Et ça, c'était super. C'était la plus belle expérience de ma vie. Et est-ce que c'est de là qu'est né ton podcast et l'envie d'avoir des invités qui viennent un peu parler aussi de leurs failles, des moments plus difficiles, avec des personnalités complètement différentes? Ou est-ce que c'est venu après cette envie de partager finalement et peut-être ouvrir le sujet et oser poser les mots de la santé mentale, des failles de la vie de tous les jours? Complètement. J'avais déjà entamé mon aventure podcast seule au micro, où j'essayais de me raconter à travers des sujets qui me semblaient importants et propres. Enfin, le perfectionnisme, l'injonction à être tout le temps heureux. En fait, le sujet de la santé mentale commençait vraiment à faire son apparition dans ma vie. Mais je le traitais seule, tu vois. Et je pense que en fait, j'ai compris quelques mois plus tard, après ce burn-out, donc, où j'ai lâché du coup les podcasts parce que c'était une charge mentale en plus. Et donc tout ce qui était charge mentale, je le laissais de côté. En tout cas, je le laissais de côté pour un temps. Je savais que j'y reviendrais plus tard, mais je voulais y revenir de la meilleure des manières. Et en fait, je me rendais compte que dès lors que je découvrais quelque chose qui me faisait du bien, j'avais tout de suite envie de le transmettre. Et le podcast est né comme ça. Et il y a un moment donné où je me suis dit, en fait, les choses, je vais d'abord me les approprier, les vivre pour moi-même avant de les retransmettre. Donc c'est là que le burn-out est arrivé, c'est là que j'ai laissé toutes mes activités professionnelles de côté. Et je suis revenue dans un nouveau format de podcast en me disant, en fait, c'est peut-être ça la solution de se foutre la paix, c'est pas parler forcément de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai lu, mais inviter les personnes qui m'ont inspirée à davantage prendre soin de ma santé mentale. Et c'est là que je me suis dit, il y a des artistes, il y a des chanteurs, il y a des chansons qui ont été hyper thérapeutiques pour moi, des ouvrages, des films, des causes. Et je me suis dit que ça serait beaucoup plus confortable pour moi d'apprendre de la vie de quelqu'un qui m'avait ouvert les yeux sur ma propre existence et de partager nos points communs, nos expériences communes. Et c'est comme ça que le podcast s'est ouvert à ce nouveau chapitre et à ces échanges. Merci pour ces premiers partages. Je te propose peut-être qu'on revienne sur les 4 éléments, les 4 dimensions de la santé mentale et que tu puisses aussi nous partager ce que ça évoque chez toi. Si on reprend le premier, on parle de réaliser son potentiel. Alors pour toi, dans ta vie d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire réaliser son potentiel? Comment tu le vis? Comment tu l'orchestres au quotidien? Et quel sens ça a pour toi? Est-ce que ça a du sens d'ailleurs? Ouais, ça a du sens. J'associerais ça à la zone de génie. On sait qu'on a des aptitudes, qu'on est fort dans certaines activités, certaines stimulations intellectuelles et moins bon dans d'autres. Et c'est OK de se dire qu'on ne peut pas être bon partout. Bon partout. Et ça, c'est super de se l'admettre. Ouais, j'aime bien aller titiller cette zone de génie et me dire, tiens, j'ai déjà réalisé tel projet, genre typiquement les podcasts, qu'est-ce que je pourrais réaliser? En tout cas, quel pourrait être le nouveau chapitre de cette réalisation? Ouais, le fait d'aller plus loin, le fait de se stimuler, le fait de se challenger. Être challenger, en fait, c'est hyper stimulant. On parlait des premières fois, tu vois, c'est ta première fois aujourd'hui. Là, tu te challenges et donc ça va aller grignoter, titiller ta petite zone de génie en disant, tiens, j'ai été mieux là-dedans et peut-être que cette question-là, ouais, j'aurais pu la formuler mieux comme si. Et en fait, tu apprends et le fait d'être un challenger, d'apprendre, te permettra et te permet de performer aujourd'hui et de performer autrement demain. J'aime bien cette zone de progression constante. C'est comme quand tu apprends à conduire. Les premières séances, tu dis wow, j'ai appris trop de trucs et tout, il se passe trop de trucs. J'ai appris... et après, ça devient le flow en fait. Ouais, voilà. Après, tu as un truc de stabilité où c'est confortable, mais tu t'ennuies un peu. Donc, tu vas essayer d'aller... Et est-ce qu'on peut parler de cette zone de génie comme aussi une zone un peu, tout à l'heure, on parlait de pause, hein, quelque chose un peu de complètement naturel et complètement... fluide dans un quotidien. Donc, est-ce que ce que tu ressens quand tu es dans ta zone de génie, de flow, c'est quoi? C'est à la fois de la satisfaction de ce que j'entends, mais est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui vient calmer un peu ton intérieur aussi, ton activité? Oui. L'état de flow dont tu me parles, ça me fait écho au surf. J'évoquais la zone de génie professionnelle, mais la zone de génie, ça peut aussi être tu es super bon en poterie, en surf, j'en sais rien, en squash. Moi, le surf, tu vois, typiquement, je sais que pendant très longtemps, pendant 10 ans, je pense, avant mon burn-out, j'avais cette quête de performer en surf et d'être... je regardais les gens surfer, je me disais, mais jamais je surferais comme eux. Et je me mettais une pression et le regard des autres, tu vois, me stimulait, mais en même temps, j'avais l'impression de perdre aussi un peu mes moyens à l'eau. Et en fait, au moment où ce chaos émotionnel est arrivé dans ma vie, je me suis beaucoup rechargée à l'océan et donc j'avais besoin vraiment du surf et de l'océan pour
je sais pas, me nettoyer. Enfin, c'était vraiment l'endroit où je me sentais en sécurité. C'était ma safe place, c'était l'océan. Donc j'ai énormément surfé, j'ai passé beaucoup de temps à l'eau. Et j'ai eu un déclic. La seule session où je me suis lâché la grappe, je me dis, tu sais quoi, vas-y, fais-le comme tu le ressens, et plutôt que de penser à tous les éléments en fait, qu'il faut mettre en place pour être normalement un bon surfeur, je me suis juste lâché la grappe, et là j'ai surfé. Mais je n'ai jamais surfé comme ça de ma vie. Je me suis dit, ok, donc en fait, ta zone de génie, en tout cas dans le surf, c'est juste de te foutre la paix, de te faire qu'un avec l'élément, avec ta planche. Ouais, de laisser de côté l'envie de performer, l'envie d'être bon à tout prix. Finalement. Et l'objectif. Ouais, l'objectif. Et c'est ce que je ressens dans la méditation aussi, c'est-à-dire que t'es pas bon élève, il n'y a pas une note. T'as raison. En fait, on va pas te mettre c'est pas une bien note. ou c'est pas bien en fait. Exactement. Ouais. C'est une activité que tu fais pour toi, dont tu n'es pas obligé de parler à tout le monde parce que ton seul juge, c'est toi-même. Et je crois que c'est ça aussi, atteindre sa petite zone de génie. C'est cette petite baguette magique qui est à l'intérieur de toi et que tu vas pointer sur toi en disant « Hey, c'est ok, tout va bien. Tu fais ce qu'il faut pour toi et tu es au bon endroit. » Canon. La deuxième dimension, c'est faire face aux difficultés normales de la vie. Est-ce que, je sais pas, toi, tu as une philosophie un peu là-dessus? Comment ça rejoint l'idée de se lâcher un peu la grappe aussi, de se foutre la paix, de prendre le temps, de faire pause. Est-ce que toi, tu as un petit tips, effectivement, parce que les choses dans la vie ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Tu prévois qu'il fasse beau et en fait, c'est pas le cas. Et est-ce que toi, juste dans ta philosophie de vie, tu as des petits tips comme ça à nous partager sur de la légèreté retrouvée dans ton quotidien? Bah, tu vois, en venant jusqu'ici, je suis venue en vélo. J'avais 35 minutes de vélo et il a fait beau tout le trajet. Et je suis arrivée avec 5 minutes de retard et sur les 5 dernières minutes, il s'est mis à pleuvoir. Et je me suis dit, ok, donc là en vrai, je suis emmitouflée, j'ai ma doudoune, en vrai, j'étais équipée pour la pluie. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle arrive. Et en fait, je me suis dit, tu vois, tu as 5 minutes de retard, le temps, là, il te le fait payer. Mais c'est ok, genre, accueille ça. Et ça m'a limite réveillée, tu vois. Genre, t'es arrivée, t'étais toute fraîche, c'est voilà. Vrai. Et j'aurais pu être emmerdée. J'aurais pu me dire, ah non, c'est bon, la pluie, le vélo, j'ai pris le vélo aujourd'hui, s'il pleut pour le trajet retour. Non, je l'ai pris comme ça venait. Et se dire que de toute façon, après une intempérie, après la pluie, il y aura toujours une éclaircie. Et juste se dire ça, et dans la tempête de nos vies, dans les obstacles qu'on affronte, déjà s'ils arrivent et s'ils se présentent face à nous, c'est qu'on est normalement prêt et apte à les affronter. Donc déjà, toujours se rassurer en se disant ça, c'est que tu t'es entraîné toute ta vie pour que ces obstacles-là, ils soient là. Et t'inquiète, tu vas, même si cette montagne, elle te paraît impossible à gravir, eh bien, tu vas l'affronter et de la meilleure des manières et comme tu pourras et du mieux que tu peux. Donc j'essaie d'envisager, oui, la vie, les difficultés, et il y en aura toujours de cette manière-là. Et profiter aussi des moments de stabilité, des moments de calme et des moments sereins aussi. Les apprécier parce que nécessairement, il y aura toujours une petite ombre au tableau qui viendra enrayer un petit peu la machine, mais ça ne sera que pour du mieux après. Donc voilà, toujours se rappeler que, je crois que c'est parce que je suis bretonne, tu sais, on dit qu'il fait beau plusieurs fois par jour plutôt que de dire qu'il pleut tout le temps. Et dans la vie, je me dis que c'est un peu pareil. Ça. Ouais, c'est ça. C'est plutôt, c'est une belle image aussi. Dans la vie, il fait beau plusieurs fois par jour aussi. Canon. Génial. Une dimension autour de ce que représente le travail et la façon dont on travaille. En tout cas, travailler avec succès, c'est des mots qui sont assez forts. Ouais. Et de manière productive. Alors ça, je pense qu'on voit toutes les deux ce que ça veut dire dans le monde d'aujourd'hui, mais ton regard par rapport à ça, la productivité, le succès, est-ce que c'est une quête chez toi? Est-ce que voilà, comment tu vis les choses? Je pense que je le reformulerai en parlant de rêve, c'est-à-dire que plutôt que de penser à performer, à chercher, trouver, à être en quête de succès, je me dis que ça serait mieux de le transformer en quête d'un rêve et de continuer de rêver plutôt que... parce que d'atteindre un objectif, il y a un moment donné, on aura toujours envie de plus grand. Alors que rêver, il y a une notion un petit peu plus légère, un peu plus douce, qui permet de se dire qu'un rêve, s'il n'est pas atteint, c'est pas grave. Il y a cette citation d'Oscar Wilde que j'adore, qui dit il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, au pire, on atterrit dans les étoiles. J'aime me la rappeler, parce qu'on parle toujours du succès, de ce qu'on a réussi à faire dans sa vie, mais les échecs peuvent aussi nous construire et être une meilleure... j'aime pas la meilleure version de soi-même, parce tous les jours, on est la meilleure version de soi-même, mais voilà, apprendre à relativiser sur ses succès, mais aussi sur ses échecs, les mettre
Au même niveau, Exactement, finalement, au même niveau. puisqu'ils contribuent de la même façon au notre chemin et à la notre construction. apprentissage. Ouais. Canon. La dernière dimension, tu l'as un peu évoquée tout à l'heure, c'est cette notion de finalement l'impact qu'on peut avoir quand on a une bonne santé mentale, qu'on peut avoir aussi sur les autres, le rapport à soi, tu en parlais, mais qu'est-ce que ça fait quand on est en bonne santé mentale? Quels sont les liens qui sont tissés? Et ça, dans toi, j'imagine que... Enfin, j'ai l'impression que tu es rarement seule dans ta vie. Est-ce que... J'ai du mal à être seule, mais ça, c'est pas forcément une bonne chose. Je reviens sur cette période un peu particulière de ma vie, et donc ce burn-out, ce chaos, où en fait, de m'éloigner de tout m'a rapproché de l'essentiel. Et donc, nécessairement, des membres de ma famille, de mes amis. On s'excuse souvent, en tout cas, on s'empêche souvent de vivre des moments importants et intimes au profit d'un projet ou d'un truc, de travail. Et ça, j'ai toujours... Mon planning, jusqu'à présent, il n'avait qu'une couleur, il était priorisé sur le travail, sur mon activité professionnelle, parce que je me mettais beaucoup la pression à ce niveau-là. Et quand cette période de chaos émotionnel est arrivée, j'ai redéfini mon planning et j'ai mis de nouvelles couleurs, notamment le jaune, qui étaient les moments de déconnexion et de loisirs pour moi-même ou partager avec les gens que j'aime. Jusqu'à présent, ce petit jaune sur le planning, il pouvait vite se transformer en rouge pour les priorités professionnelles. Je me suis mis une règle, c'était de m'interdire de privilégier, en tout cas de gommer ces espaces importants et perso au profit du pro. Et donc voilà, ça c'est la meilleure règle que je me sois appliquée dans ma propre vie. Je vois à quel point ça me nourrit, à quel point je pense beaucoup plus aligné, équilibré. Parce que voilà, en fait, on ne peut pas être uniquement ce qu'on fait, mais être dans ce qui nous rallie au monde et à l'essentiel, c'est trop important. Et je pense que les gens qu'on aime nous aiment tout autant. Enfin, c'est un effet miroir, et c'est-à-dire que c'est bon de se sentir aimé, mais c'est bon aussi de donner de l'amour à ceux qui ont pu en manquer. Et donc, revenir à cet essentiel-là, c'est trop important. Chouette. Est-ce que tu peux nous partager ta routine du quotidien, ta routine bien-être? Je dirais que je vais parler de 4 points. La première, on l'a déjà évoqué, c'est le surf. Ça, c'est ma méditation active, celle qui me permet de me recharger, de me nettoyer à la fois au contact de l'élément eau. La deuxième, ça serait la méditation, toujours accompagnée donc, de petits bambous. Moi, j'aime bien être guidée et accompagnée. Donc, j'adore les méditations où on me parle. Je ne sais pas faire... et je suis fascinée par ceux qui arrivent à ne rien faire, à fermer les yeux et à être juste à l'intérieur d'eux-mêmes. J'ai essayé, mais pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc, j'aime être guidée. J'adore la voix de Christophe André, par exemple. Et donc, moi, la méditation, j'essaie de me l'octroyer tous les matins. Je ne suis pas forcément inactive. Typiquement, ce matin, j'ai préparé mon petit déjeuner et je l'ai mangé en même temps que j'écoutais ma méditation. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. En tout cas, je ne me juge pas. Exactement. Et je me dis que c'est OK pour moi. Et nous, on aime dire que chacun adopte la méditation comme il le peut, comme il le veut. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas d'injonction à faire comme si. Et comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas non plus un objectif de résultat. Voilà. Donc, in fine, fais-le comme tu le fais. Ouais, donc j'aime bien pendant mon petit déjeuner. Ça me plaît. Et puis, ça me permet aussi d'apprécier. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de sacraliser mon petit déjeuner. Donc voilà, c'est mon petit moment. Le soir, c'est plutôt la cohérence cardiaque, parce que j'ai souvent cette petite angoisse à aller me coucher, parce que je me dis, il faut absolument bien que je dorme, demain j'ai ci, ça. Et la cohérence cardiaque, guidée également par Petit Bambou, avec plein de thématiques, notamment celle de l'océan que j'utilise, ça m'aide beaucoup à m'apaiser et à réguler, en tout cas à trouver une respiration plus douce et sereine, et à faire de meilleures nuits aussi. Et ma quatrième ressource, ça serait les livres audio. Je pense que je ne suis pas la seule à ne pas réussir à poser mes fesses sur un canapé en ouvrant un livre. Voilà, si je ne relis pas la page 15 000 fois. J'adore ouvrir les livres pendant les vacances, mais tout au long de l'année, c'est livres audio. Et c'est ma petite méditation, que ce soit dans les transports en commun, sur le vélo. Bon, c'est pas forcément recommandé, hein, mais j'avoue que j'adore ça. Quand je fais la cuisine, voilà, c'est vraiment ma petite bulle de bien-être, ma petite safe place. Voilà, je me mets dans mon petit univers de livres que j'ai choisi. Là, en ce moment, je lis le livre de Thomas Pesquet, Mon monde sans gravité, et je me régale. Genre, je crois que je vais devenir astronaute. Ce sera mon... C'est ton rêve, peut-être? Tu parlais de ça tout à l'heure. Peut-être, mais ma zone de génie, qui sait. Non, j'en suis pas là, mais ça permet de continuer de rêver, de lire et de s'inspirer de la vie des autres aussi. J'adore ça. Merci Laurie. Merci beaucoup. Avec plaisir. J'étais ravie, c'était un chouette moment. Pareil pour moi, c'était partagé. Et à bientôt. Merci.